Vous voyez, c'est l'évolution de notre espérance de vie depuis 250 ans. Elle a déjà triplé. Elle est passée de 25 ans en 1750 à plus de 80 ans. Aujourd'hui, notre espérance de vie croît de 3 mois chaque année. Ce qui signifie que quand nous vieillissons d'une année, nous ne nous rapprochons de notre mort que de 9 mois. Jusqu'où ce recul de la mort peut-il aller? C'est à titre individuel, pour notre futur personnel et à titre collectif, une question absolument essentielle. Il y a 4 scénarios. La flèche verte, c'est le scénario des pessimistes, c'est ce que craignent certains écologistes. C'est un recul de l'espérance de vie à cause de la pollution, les OGM, le réchauffement climatique. On a un deuxième scénario, c'est la flèche blanche, c'est un arrêt de la technologie qui aurait atteint un plateau, qui aurait atteint des limites. Le scénario bleu, c'est un scénario de poursuite lente de notre espérance de vie qui monte jusqu'à 120, 130 ans. Et puis il y a un 4e scénario, c'est la flèche rouge. C'est un scénario d'explosion technologique avec une augmentation très rapide de notre espérance de vie dès le XXIe siècle. Le vivant est d'une complexité inouïe. Nos cellules, nos tissus, nos organes sont extrêmement complexes. Il n'y a pas si longtemps que ça, analyser, comprendre et manipuler notre fonctionnement biologique était considéré comme une tâche insurmontable. Mais aujourd'hui, la donne technologique est en train de changer. Ce que l'on appelle les technologies NBIC va nous permettre de lutter contre la mort, la vieillesse et la maladie, grâce à une médecine de combat, avec une puissance qui était inimaginable il y a encore quelques décennies. Les technologies NBIC, N, c'est nanotechnologies, ce sont les technologies qui permettent d'agir au milliardième de mètre, B, les biotechnologies, I, l'informatique, et C, la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau dont on vous a parlé tout à l'heure, et l'intelligence artificielle. Grâce aux technologies NBIC, la science-fiction d'hier va devenir médecine réalité. Nous allons pouvoir réparer nos organes à des échelles de plus en plus petites, modéliser, changer notre ADN, réparer nos cellules, créer des organes artificiels entiers, mettre des implants électroniques, développer la robotique chirurgicale, être guéri grâce à des nanomoteurs, grâce à des nanocapteurs, grâce à des nano-implants, au cœur de nos tissus, au cœur de nos cellules. Et puis bien sûr, et c'est un point essentiel, grâce à la modélisation. La modélisation, c'est-à-dire l'analyse et le décryptage du vivant grâce à des ordinateurs puissants. La loi de Moore est à la base de cette révolution technologique. Gordon Moore était le cofondateur d'Intel, les microprocesseurs, et dès les années 60, il avait prédit que la puissance des ordinateurs doublerait tous les 18 mois. Cela n'a jamais été démenti. Une simple puce, comme celle que vous voyez, et qui tient dans le creux de la main, réalise 1000 milliards d'opérations à la seconde. Les plus gros serveurs informatiques réalisent 15 millions de milliards d'opérations à la seconde. Le cap du milliard de milliards d'opérations par seconde va être atteint en 2018, ce qu'on appelle l'hexaflop. Ces puissances informatiques absolument colossales nous permettent ce qui était inimaginable il y a quelques décennies, de comprendre et de modéliser le vivant. Il faut bien voir que nos cellules, et nous en avons chacun 100 000 milliards, sont fondamentalement des petites usines avec des machines-outils biologiques à l'échelle du nanomètre. Or, la révolution des nanotechnologies nous permet justement d'agir à cette échelle du milliardième de mètre. Nous allons pouvoir décrypter et réparer notre ADN, régénérer nos cellules et nos tissus, augmenter nos capacités. Nous allons pouvoir reprogrammer nos organes. Et puis, et le professeur Ledo nous en a longuement parlé tout à l'heure, nous commençons à pouvoir interfacer nos cellules avec des composants électroniques, y compris avec nos neurones.
Pourquoi cette révolution technologique ne vous est pas familière? Pourquoi ne l'a-t-on pas vue venir? Il y a à cela deux raisons. La première, c'est que nous sommes encore largement dans une phase souterraine. Il y a eu assez peu de concrétisation visible par le grand public de ce qui est produit dans les laboratoires. Depuis une vingtaine d'années, nous avons appris à décrypter le vivant, et notamment notre génome. Nous avons mis progressivement au point les principales briques permettant de bricoler, de manipuler le vivant, mais la phase de démocratisation de ces technologies et de ces outils ne commence réellement que maintenant. La démocratisation du bricolage du vivant, c'est à partir de 2015, et c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas familier à ces évolutions. La deuxième raison, c'est que les scientifiques eux-mêmes n'ont pas anticipé tout cela. Le grand Jacques Monod, le fondateur de la biologie moléculaire moderne, écrivait en 1970, et c'est un prix Nobel très respecté parmi les biologistes, la taille de l'ADN interdit sans doute à tout jamais qu'on puisse modifier le génome, c'est-à-dire les chromosomes. 6 ans plus tard, en 1976, commençaient les premières manipulations génétiques. Plus près de nous, en 1990, il y a 12 ans, le consensus mondial des généticiens était que nous ne pourrions jamais séquencer, analyser la totalité de notre ADN, la totalité de nos chromosomes. Les plus optimistes pensaient qu'il faudrait 3 à 5 siècles. En réalité, ce programme a été terminé en 2003. Aujourd'hui, les choses changent. La révolution NBIC sort de l'ombre et les premières concrétisations visibles par le grand public arrivent avec le séquençage de l'ADN. Un généticien, dans une vie entière, séquençait quelques milliers des 3 milliards de bases chimiques de l'ADN. Aujourd'hui, un séquenceur comme celui-là séquence en 4 heures la totalité d'un génome, des dizaines de milliards de paires de bases ADN. En 13 ans, le coût du séquençage ADN est passé de 3 milliards de dollars, et il n'avait été réalisé que sur une personne à l'époque, à 1000 $, et nous allons bientôt arriver à 100 $. Le coût du séquençage est divisé de 50% tous les 5 mois. Il a été divisé par 3 millions en 9 ans. Il s'agit réellement d'un tsunami technologique. Nous allons tous être séquencés. Cela permettra de développer une médecine personnalisée, guidée sur nos particularités génétiques, et c'est particulièrement important en cancérologie, puisque malheureusement, 1 sur 4 d'entre nous aura un cancer dans sa vie. Ces tendances n'ont pas été anticipées. Elles ont pris de court les spécialistes eux-mêmes. Et si on avait dit, en l'an 2000, qu'on pourrait avoir, comme je laisse sur cette clé USB, la totalité de son génome, on aurait été considéré comme utopiste, comme auteur de science-fiction, voire déconsidéré par la communauté scientifique, et pourtant c'est une réalité. Les vagues d'innovation technologique vont maintenant s'accélérer. 3 grandes vagues sont devant nous. D'abord, la révolution de l'électronique médicale. Après les implants cochléaires, dans les années 90 pour traiter les enfants sourds, les implants dans le cerveau pour traiter la maladie de Parkinson, pour traiter les troubles obsessionnels et les troubles alimentaires graves, maintenant la dépression et à titre expérimental l'Alzheimer arrivent. Se développent les premières rétines artificielles pour traiter les gens aveugles, le premier cœur artificiel qui devrait être implanté l'année prochaine, et la robotique chirurgicale se développe, et on peut penser qu'en 2030, les chirurgiens seront des spécialistes de biomécanique et d'informatique et ne toucheront plus les malades. Encore plus spectaculaire, l'ingénierie du vivant, au niveau de l'ADN, en manipulant l'ADN pour reprogrammer nos cellules, au niveau cellulaire, la régénération des tissus par les cellules souches, Fabrice nous en a parlé tout à l'heure, et au niveau des tissus, l'ingénierie tissulaire qui vise à fabriquer des organes entiers. Et il y a quelques mois, le premier organe entièrement créé artificiellement, un larynx, a été implanté chez un patient qui n'avait plus de larynx. Enfin, la nanomédecine arrive. Le premier congrès international de nanomédecine, c'est-à-dire de médecine à l'échelle du milliardième de mètre, s'est déroulé en 2012 et on commence à avoir des implants de plus en plus petits qui vont progressivement pouvoir agir au cœur de nos tissus, au cœur de nos cellules. Voilà les 3 vagues d'innovation dont vous allez bénéficier d'ici 2020. Nous allons pouvoir surfer de vague technologique en vague technologique. Avec la technologie qui sort des labos et dont vous allez bénéficier d'ici 2020, nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé,
supplémentaires. En atteignant 2050, nous bénéficierons d'autres vagues technologiques, peut-être encore plus spectaculaires que celles qui sortent aujourd'hui des laboratoires. Avec cela, nous pourrons atteindre quelques décennies supplémentaires et de bon en bon, il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Je vous remercie. Bonsoir Luc, merci beaucoup d'être là. Bonsoir Natacha. Eh non, c'est un bonheur. Ah non, mais c'est un bonheur pour moi parce que vous venez de sortir un livre qui s'appelle La Révolution transhumaniste et c'est un sujet qui, moi, me passionne depuis des années parce que je pense que c'est le sujet le plus crucial à venir. C'est-à-dire que je pense que, en gros, le transhumanisme va être au XXIe siècle ce que l'ordinateur a été dans la deuxième moitié du XXe siècle. Quelque chose qui va se démocratiser, qui va bouleverser les... Et d'ailleurs, vous le montrez très très bien dans le livre. C'est-à-dire que vous dites, on peut vivre, on va vivre jusqu'à 300 ans. Alors, quand on le dit comme ça, les gens rigolent, oui. Les gens rigolent. Mais vous dites, en gros, on peut augmenter l'être humain. On peut l'améliorer. En quoi on va l'améliorer exactement? Quels sont les potentialités? Je vous donne un exemple parce que je trouve qu'il est vraiment très, très symptomatique. Le projet du transhumanisme, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, c'est l'idée de passer d'une médecine thérapeutique, donc une médecine qui, depuis les Chinois et les Grecs anciens, se contentait de soigner les êtres humains quand ils avaient eu un accident ou une maladie. Il s'agit de passer donc de ce modèle thérapeutique à un modèle augmentatif. Et donc l'idée est la suivante, c'est de parvenir à rendre l'humain plus intelligent, plus fort, et surtout d'augmenter sa longévité. Mais je vous donne un exemple, encore une fois, pour que ce soit clair. On a aujourd'hui une maladie qui est bien connue, qui s'appelle la rétinite pigmentaire et qui rend les gens aveugles. Bon. Et donc, une firme allemande a trouvé le moyen d'inventer une petite puce électronique qu'on greffe derrière la rétine, et ça paraît déjà presque miraculeux. Elle rend la vue à des personnes qui étaient complètement aveugles. On a vu d'ailleurs dans les journaux une femme qui recouvrait la vue et qui expliquait que pour la première fois elle avait vu ses filles. C'était absolument magnifique. Voilà. Et c'était dans le Parisien, aujourd'hui en France, il y a quelques semaines, et moi aussi j'avais été fasciné par ça. Et donc là, vous voyez bien qu'on reste encore dans un modèle... Ça, c'est la médecine thérapeutique, c'est la suite de tout ce qu'on a toujours vécu. Même si c'est de l'hybridation quand même homme-machine, mais c'est un peu comme le cœur de Carpentier, ça reste de la médecine classique, au fond, il s'agit de réparer. Et le transhumanisme? Alors, imaginez justement ça. Imaginez que ces petites puces se perfectionnent et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, peu importe, elles nous permettent d'avoir une vue d'aigle. Je pense que vous et moi, on n'ira peut-être pas se faire greffer la puce parce qu'on n'aura pas envie d'avoir une vue d'aigle et qu'on s'en fout un peu. Bon. Mais je pense que les armées seront très intéressées par ça. Mais c'est tout le problème. Et que du coup, la concurrence, une des dimensions du problème. Mais c'est juste une métaphore, c'est un symbole ce que je dis là, parce qu'on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Mais je pense que les armées, par exemple pour les snipers, pour les marins, pour les aviateurs, eh bien, elles fabriqueront des escadrons de types qui auront des vues d'aigle. C'est toujours les armées qui ont d'abord été comment dire, pionnières là-dedans. Internet, c'est pareil, c'est un outil militaire au départ. C'est pareil. Les drones avec l'intelligence artificielle, mais c'est la même chose. ça se diffuse ensuite dans toute la population. Exactement, parce que je pense que, encore une fois, c'est une métaphore ce que je dis, parce qu'on pourrait prendre d'autres exemples, mais celui-là est clair, puis il est réel, parce que c'est pas de la science-fiction. Imaginez après que ça gagne les familles, parce que si telle famille augmente son petit garçon ou sa petite fille, la famille du voisin aurait envie de faire... Quand vous dites augmente, c'est-à-dire par exemple, il donne une vue plus perçante, une capacité de concentration, une capacité de raisonnement plus importante, etc. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas délirer, on n'en est pas encore là, mais on y est presque. Très vite. Mais évidemment. Le transhumanisme, il est déjà en marche, notamment aux États-Unis. Bien sûr. Et il se déploie selon 4 axes, c'est-à-dire à la fois les sciences cognitives, c'est-à-dire augmenter, par exemple, la capacité de concentration. Oui, l'intelligence artificielle, surtout. Les puces intégrées, la mécanique. Il y a le génome, c'est-à-dire modifier les gènes pour améliorer l'humain. Et puis, il y a la dernière dimension qui est le biologique pur. C'est-à-dire que vous avez la biochirurgie, parce qu'on vient de découvrir, c'est-à-dire une jeune Française qui a trouvé, avec une amie américaine à elle, Emmanuelle Charpentier, qui a trouvé donc ce sécateur d'ADN qui s'appelle le CRISPR-Cas9, qui permet de couper-coller, on colle et on peut modifier... vous pouvez tout faire avec. Alors,
là encore, c'est une technique. On ne sait pas ce qu'on fait quand on hybride, mais bientôt, on va le savoir et bientôt, ça va progresser. Et donc, il faut anticiper ce mouvement-là. C'est ça, là. Tout l'objet de mon livre, c'est d'expliquer. Il faut quand même que les gens sachent que c'est des centaines de milliers d'articles et de livres aux États-Unis. Voilà. Et nous, on est 20 ans en retard sur le sujet. L'objet de votre livre, c'est pas seulement d'expliquer, c'est d'essayer de nous dire s'il faut avoir peur, se dire qu'il faut tout interdire, ou au contraire tout accepter, ou plutôt votre option à vous, qui serait de dire il faut réguler, mais on ne peut ni interdire parce que c'est un déferlement et que c'est impossible, ni tout accepter parce que les dangers potentiels sont quand même énormes. On ne pourra pas tout interdire aussi parce que, imaginons, ce n'est pas encore le cas, encore une fois, je tiens vraiment à ce qu'on ne sorte pas de la réalité, mais imaginons que par l'ingénierie génétique, grâce à par exemple ce sécateur d'ADN, on puisse un jour éradiquer par exemple la chorée d'Huntington, qui est une maladie génétique très bien ciblée, très bien connue, mortelle à tous les coups, vers 40 ans, une dégénération, c'est affreux. Et un jour ou l'autre, dans 20 ans, dans 30 ans, on y arrivera évidemment. Non seulement on ira par là. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait ce gène et qui sait qu'elle va mourir, on pourrait la sauver. On pourrait la sauver et on pourrait surtout faire la thérapie, si je puis dire, dans l'embryon, avec l'ingénierie génétique. Bon. Et donc évidemment, on ira dans ce sens-là parce que personne ne voudra laisser cette maladie proliférer. Et surtout, si par exemple, pour des raisons religieuses, vous ne faisiez pas ça, n'oubliez pas que vos enfants vous le reprocheraient. Et donc ce sera évidemment un problème. Et donc ce que j'essaie de dire dans le livre, c'est que la régulation va être extrêmement difficile, comme sur Uber ou Airbnb, comme sur l'économie collaborative. Oui, d'ailleurs, vous faites le lien entre les deux et c'est ça la force du livre. Oui, en fait, parce qu'il n'y a pas de hasard à ce que ce soit Google qui à la fois travaille sur la voiture sans conducteur, la mort de la mort, comme ils appellent ça, et qui vendent des données et qui soit dans l'ubérisation de la société. Il y a une troisième révolution industrielle qui est celle du web et des NBIC, donc nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cognitivisme. Et cette révolution industrielle qui est absolument passionnante a deux retombées qui sont d'un côté le transhumanisme, donc la médecine de l'augmentation, et de l'autre côté l'économie collaborative. Et dans les deux cas, il va falloir réguler. Regardez le conflit avec les taxis, avec les hôteliers. Alors, ce qui sera extrêmement dur à réguler, parce que ça paraît banal de dire il faut réguler, bon, test social-démocrate classique, mais c'est pas ça. C'est que ça va être très difficile pour trois raisons que je vous dis tout de suite très rapidement. Un, ces nouvelles technologies vont extrêmement vite et elles échappent aux opinions publiques comme aux hommes politiques parce que c'est très technique. Dépassé. Voilà. Ça va très vite à une vitesse folle. Deux, c'est hyper technique. Et trois, c'est international. Autrement dit, si le comité d'éthique français interdit ceci ou cela, mais que c'est autorisé... C'est la fameuse règle, ça se fait ailleurs, donc les gens iront ailleurs. Ça ne changera rien, évidemment. On obligera simplement les femmes, c'est comme pour l'IAD, l'insémination artificielle avec donneur, on oblige les femmes à aller à Londres ou à Bruxelles, mais ça ne change rien. Et donc la Corée du Nord ou la Chine n'auront rien à foutre, pour être grossier, de nos comités d'éthique. Donc il faudra au minimum que ce soit des législations européennes. Donc la question de la régulation sera très difficile, et je veux dire très clairement que cette régulation ne peut être que politique, ça ne peut pas être des comités théodules. Les comités peuvent éclairer, mais il faudra que les politiques prennent leurs responsabilités. Oui. Pour l'instant, ils en sont à des années-lumière. Fondé sur quel principe? Parce que vous nous disiez très bien que les individus vont vouloir, et on le sait très bien, dès qu'il y a une possibilité qui s'offre, une possibilité thérapeutique par exemple, elle devient une norme sociale. On le voit, ce glissement. Donc à quel moment on dit aux individus ce que vous le voulez librement, mais pour autant on vous l'interdit? Au nom de quoi? Je pense que là, il va falloir vraiment réfléchir au principe. Pour moi, il y en a deux, mais encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, il faut en discuter. Un, je pense qu'on ne peut pas interdire à autrui de faire quelque chose si on n'a pas des raisons de le faire. C'est pourquoi, par exemple, j'étais favorable au mariage gay, non pas parce que je suis spécialement fasciné par le mariage gay, qui, pour être franc, n'est pas ma tasse de thé, mais parce que je n'avais aucune raison d'interdire à des homosexuels de se marier, et que, à la limite, je pense que la démocratie, c'est la coexistence pacifique de modes de vie différents. Donc, réfléchir à la question de savoir quelle raison on peut avoir d'interdire à quelqu'un de faire quelque chose à partir du moment où ça ne nous atteint pas nous-mêmes. Je peux interdire le viol, le vol, le meurtre parce que ça nous atteint tous, mais après tout, pourquoi interdire à quelqu'un de se greffer une puce derrière les yeux si ça lui fait plaisir? Et le deuxième critère qui est beaucoup plus profond, à mes yeux, il faudra distinguer entre ce qui nous déshumanise et ce qui nous humanise. Pour moi, c'est ça le critère. Oui, il me semble que ce critère-là est plus valable, parce que votre critère, il faut réfléchir à pourquoi on interdit. Pardon, mais c'est le critère, par exemple, qui incite à dire, mais après tout, si des femmes veulent porter une burqa, si des femmes, voilà, c'est
leur non, non, non. liberté, Ah non, c'est non, leur non, pas choix, du et tout. du Ah moment non. que ça ne nous impacte Ah non. pas. À Mais si partir ça de quel m'impacte. moment Mais si Voilà, justement oui, ça mais m'impacte. sauf que... Ah non, mais là, par exemple, pour la burqa, c'est pas un bon exemple parce que je vous dirais que ça m'impacte profondément parce que je pense que c'est une insulte faite aux femmes et que ça me touche et que les femmes étant des hommes comme les autres, j'ai aucune Donc raison de il les y a traiter. des limites aux libertés individuelles. Évidemment. Le propre de l'humanisme moderne, de la Respublica, de l'idée républicaine, c'est une idée absolument géniale qui tient dans une petite phrase dont on ne voit jamais la profondeur. Ma liberté doit s'arrêter là où commence celle d'autrui. Ça a l'air tout bête, mais la vérité, c'est que le projet républicain, si je puis dire, Respublica, c'est de construire un cosmos humain d'auto-limitation des libertés. Oui, mais il me semble que dans la définition justement de la morale laïque qui fonde notre conception bioéthique à nous, il y a aussi cette idée qu'on retrouve chez Kant, c'est pas seulement que ma liberté s'arrête là où commence celle d'autrui, c'est je ne dois jamais utiliser l'homme comme un moyen, uniquement mais comme toujours comme une fin. Ou toujours en même temps comme une fin. Voilà. Bien sûr. Or, et ça, j'adhère totalement. Bien sûr, mais sauf que justement, ça veut dire que c'est pas seulement que ça ne doit pas déranger autrui, c'est que l'humain doit rester au cœur et l'humain dans sa dignité. Ne doit pas être instrumentalisé. Mais voyez, l'idée transhumaniste, je disais tout à l'heure, c'est d'augmenter l'être humain, mais il y a une autre idée et qui me paraît pas anti-kantienne, au sens où vous venez très justement de rappeler le principe de l'impératif catégorique kantien. C'est, en anglais, on dit « from chance to choice ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit non seulement, comme on l'a fait dans la République, de lutter contre les inégalités sociales. Par exemple, nos systèmes d'enseignement, les ZEP, par exemple, on met plus de moyens dans les ZEP, dans les zones difficiles. Bon, c'est tout à fait la lutte contre les inégalités sociales, telle que l'État-providence républicain l'a comprise. Mais il s'agit aussi de lutter contre les inégalités naturelles. La Corée d'Huntington ou la mucoviscidose, ça vous tombe dessus sans que vous ayez rien fait de mal. Oui, mais c'est quoi la limite des inégalités naturelles? C'est-à-dire, par exemple, si j'estime que dans nos sociétés, ce qui est vrai, on réussit mieux quand on est considéré comme à peu près avenant, quand on est grand. Oui, c'est sûr, oui. Voilà, je vais faire en sorte de changer mes enfants pour leur donner toutes les chances. Mais justement, le problème, j'ai pas la réponse et je ne veux pas l'avoir. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a urgence absolue à anticiper ces questions et à les organiser au niveau politique. Parce que si on modifie une partie de l'humanité, ça touchera le reste de l'humanité. Et donc je pense qu'on ne peut pas se déléguer. Je vais vous dire pourquoi ça touche le reste de l'humanité, juste. Et c'est actuellement, et on le vit. Parce que vous citez dans votre livre le fait, et c'est vrai, qu'on pratique un eugénisme permanent, mais tout à fait, qui n'a rien de choquant, la myosynthèse, qui permet d'éliminer 97% des embryons trisomiques. Trisomie 21, Voilà. Or, moi, j'ai déjà entendu un politique m'expliquer qu'il n'y avait pas besoin de construire des centres pour les handicapés en France. La France a un retard monstrueux. Dans le nord de la France, tous les handicapés sont obligés d'aller en Belgique. Voilà, il suffit de les éliminer à la naissance. Oui, ce qui est affreux, Donc, ben voilà. Sauf que on en est là, et c'est ça. Et question simple. Michel Petrucciani, pianiste jazz, qui était nain, qui était handicapé, sa vie valait la peine d'être vécue ou pas? Il aurait été éliminé à la naissance. Mais même la vie, quand vous avez autour de vous, comme moi j'imagine, des parents qui ont un enfant trisomique, ça vaut la vie, bien sûr. Cette vie-là vaut la peine. La parabole, et elle est belle. Mais bien sûr, évidemment. Mais justement, dans le transhumanisme, là encore on peut discuter, hein, bien sûr. Moi, je ne suis pas transhumaniste du tout, mais on peut discuter là-dessus. L'idée est justement de faire exactement l'inverse de l'eugénisme exterminateur ou éliminateur, mais de faire un eugénisme qui corrige dans l'embryon. Et alors, le grand projet derrière, parce qu'on a dit augmentation, from chance to choice, c'est-à-dire de la loterie génétique aveugle au choix de l'ingénierie génétique. Et puis le troisième, évidemment, c'est Calico, la grande entreprise de Google, Californian Life Company, qui veut augmenter la vie humaine dans un premier temps d'une vingtaine d'années. Je vous rappelle que pour l'instant, tout au long du XXe siècle, on a augmenté considérablement l'espérance de vie des êtres humains. En 1900, elle est de 45 ans, en moyenne, hommes et femmes confondus. Dans mon enfance, en 1951, je suis né en 51, l'espérance de vie de 63 ans, et aujourd'hui, elle est d'un peu plus de 80 ans. 84 ans pour les femmes et 79 ans pour les hommes en France. Bon. Mais on a augmenté l'espérance de vie des Français uniquement, pour l'instant, en éradiquant les morts précoces. Donc essentiellement grâce aux antibiotiques. On n'a pas amélioré réellement, on va dire, l'espérance de vie en bonne santé. Voilà. Mais on l'a fait sur les souris.
Et donc, ce qui est très intéressant sur les souris de Rochester, donc tapez sur Google, allez voir souris transgéniques de l'université de Rochester, elles vivent 30% plus vieilles, en bien meilleure santé, avec une beaucoup plus grande mobilité, pas de cancer, pas de maladie cardiaque, pas de cataracte, et une mobilité beaucoup plus grande. Alors là encore, si un de mes amis biologistes, je les ai consultés, j'ai fait des cours avec Jean-Didier Vintan, je ne veux pas dire des conneries, bon, il me dirait, oui, mais les souris, c'est pas des hommes. Évidemment qu'ils ont raison, et le cerveau humain est bien plus compliqué. Oui, mais commençons à réfléchir, il faut anticiper. Mais évidemment, parce que si on le fait pour des souris et qu'on y arrive pour les souris, dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans, on y arrivera pour les humains. Augmenter la vie des hommes, très bien. Oui. Qu'est-ce que ça implique dans le rapport entre générations? Parce que si on commence à anticiper, voilà, oui, ça change tout. Évidemment. Ça veut dire ça que parce que c'est un rapport de force aussi, le rapport entre générations. Oui parce et non. Parce que reculer la mort, oui. on le voit très bien aujourd'hui. Nous sommes dans des sociétés qui déjà refusent la mort. La vérité, c'est que la mort et la vieillesse sont extrêmement naturelles. Mais je vais vous dire très sincèrement, c'est très naturel aussi de lutter contre la mort et la vieillesse. Je ne connais aucune femme autour de moi qui n'utilise à un moment ou à un autre telle ou telle petite crème anti-rides ou qui va plus loin et fait de la chirurgie esthétique. D'ailleurs, la chirurgie esthétique est un cas très important, très intéressant pour les transhumanistes parce qu'ils disent, voilà, la chirurgie esthétique, c'est le maillon intermédiaire entre la médecine thérapeutique et la médecine augmentative. Parce que la laideur n'est pas une maladie que je sache. Or, la chirurgie esthétique est là pour la soigner, si je puis dire. On peut vous opposer exactement ce qu'on oppose à la chirurgie esthétique, à savoir que c'est une façon, j'allais dire, de vendre du rêve et de n'absolument pas guider l'être humain vers la sagesse, c'est-à-dire l'acceptation de ce qu'il est, de ses limites. Oui, mais non, sauf que Nick Bostrom, qui est un des piliers, donc un prof à Oxford, un très grand biologiste, un Suédois qui enseigne à Oxford, il a écrit une petite fable qui s'appelle Le dragon tyran. Et ce dragon tyran, c'est la mort. Et donc, ce qu'il explique, c'est que pendant très longtemps, l'humanité, que ce soit avec les religions ou avec les sagesses anciennes, par exemple le bouddhisme, nous a appris à accepter la vieillesse et la mort. Mais à partir du moment où on pourrait lutter contre la vieillesse et la mort, au fond, sa thèse est la suivante, c'est que ces sagesses deviennent non seulement des blagues, mais elles deviennent nuisibles. Et donc, il y a tellement de livres à lire, tellement de femmes à aimer, tellement d'hommes à aimer, que, évidemment, l'idée de vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, voire 100 ans ou 200 ans de plus, est une idée qui peut nous enchanter. Ça posera plein de problèmes, mais on ira. Je vais vous dire une chose. On ira. Je dois avoir très mauvais esprit. Oui, quand je lis votre livre, allez-y. Moi, je ne peux que penser, on l'a dit tout à l'heure, que ce n'est pas un hasard si ce sont vraiment les multinationales américaines, les GAFA qui s'approprient les données, qui font de l'argent avec nos données et qui aussi sont transhumanistes. Et ça me rappelle que les OGM, on nous explique que c'est pour lutter contre la faim dans le monde, que ça va être formidable. Ça, c'est le projet. Le résultat, c'est une multinationale qui s'approprie les semences et qui est en train de faire crever tous les paysans, non seulement des pays comme les nôtres, mais aussi des pays émergents, parce qu'il y a une appropriation du vivant. Donc je ne sais pas pourquoi, j'ai tendance à penser que le lien entre économie et transhumanisme... Non, mais évidemment, les GAFA sont derrière. Le transhumanisme est financé très très largement, plus que par n'importe qui d'autre, par Google, qui a créé l'Université de la Singularité en 2008 et Calico en 2013. Mais bien sûr, vous avez raison de dénoncer les dérives néolibérales, et je le fais aussi dans les mêmes termes que vous dans mon livre, mais en même temps, il y a quand même une lame de fond vraiment démocratique, si je puis dire, d'appropriation de son destin par les individus. Et c'est ça que vous n'empêcherez pas et que personne n'empêchera. C'est vrai, mais j'ai tendance à penser que peut-être, face à tout ce que vous décrivez, il y a une vertu grecque qu'il faudrait réhabiliter, qui est la juste mesure. Oui. Qu'en fait, mais ça relève de l'éducation, la culture, l'intelligence. Revenir à Rabelais, qui était certes dans une époque, l'époque humaniste, où on aspirait à tous les savoirs, où on avait un appétit, mais tous ces savoirs, toute cette recherche, toute cette science, elle était limitée par l'idée que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Écoutez, moi, comment on la construit, la conscience? J'adore ce que vous dites, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je l'ai écrit, je crois, de la façon la plus claire qui soit, pour que les gens puissent s'approprier ces idées, puissent les comprendre, et qu'on fasse avancer la question de la régulation. Parce que dans l'état actuel des choses, pour ça que je souris en vous entendant, si on doit dépendre de l'intelligence et de la conscience, on est mal barré. Parce qu'à l'Assemblée nationale, s'il y avait un terreau écrit sur Big Data, Internet des objets et transhumanisme, je pense qu'on aurait quelques zéros pointés. Je crains beaucoup aussi. C'est ça qui m'inquiète. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
objectif, c'est pour leur dire, mais au lieu de vous intéresser au 19e siècle, qui est formidable, que j'adore, je suis un grand lecteur de Hugo et passionné d'histoire, mais intéressez-vous à l'époque que nous vivons et à celle dans laquelle nos enfants vont vivre. C'est aussi ça l'enjeu de ce livre. Et vous, Oui. on va dire votre tentation inavouable, si le transhumanisme c'était maintenant tout de suite, vous augmentez quoi? J'augmente, écoutez, je vais vous répondre très gentiment, j'augmente la longévité de ma maman qui a 91 ans et dont j'aimerais garder la présence pendant encore quelques décennies. Et puis, voilà, ce que je pense, vous savez, et d'ailleurs la réponse que je vous ai faite n'est pas une plaisanterie, mais il y a 15 millions de livres à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis. Si vous y réfléchissez, j'ai fait le calcul, dans une vie de très très grand lecteur comme nous sommes probablement vous et moi, enfin même très certainement, je vous connais, on peut lire quoi, 10-15 000 livres dans une vie. Et encore, la critique de la raison pure, j'ai mis 5 ans à la lire. Et donc, voilà, je me dis que quelques siècles de plus, ça m'arrangerait quand même. Oui, mais bon, on est... Si, c'est pas mal. Apprendre le renoncement. Je ne lirai pas tous les livres, je ne goûterai pas tous les vins, mais peut-être que l'essentiel, c'est quand même de savoir les goûter et vivre ce moment-là. Ça peut se défendre, mais j'ai quand même une petite tentation d'éternité qui reste au fin fond. Vous n'êtes pas totalement sage, non, Luc pas sage Ferry. du tout. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est un bonheur. Au revoir. Merci à vous. Nous allons parler de l'avenir de la radioidentification, souvent identifiée sous le sigle de RFID. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une méthode pour mémoriser et transmettre des données qui sont stockées sur des radioétiquettes composées d'une puce électronique et d'une antenne, qui permet de recevoir et répondre aux requêtes radio émises depuis un émetteur-récepteur. Alors ces radioétiquettes, elles sont introduites dans des produits ou collées sur des objets, mais elles peuvent aussi être implantées dans des organismes vivants. On a le sentiment que c'est quelque chose de très nouveau, alors qu'en fait, ça existe depuis très longtemps. Oui, et comme notre émission parle de l'avenir, on va essayer de se concentrer sur ce que ça signifie pour notre avenir, tout ça. Mais en effet, comme toujours, les progrès techniques sont des choses qui apparaissent lentement. En général, il faut 40 ou 50 ans depuis la première idée jusqu'à la généralisation. Et en général, il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Dans ce cas-là, on ne manque pas à cette généralité. La RFID que vous avez parfaitement décrite comme étant une façon de reconnaître à distance un objet ou de l'identifier sans avoir lui demandé de sortir sa carte d'identité. Pour un objet, c'est rare qu'il ait une carte d'identité sur lui. Ça a commencé, en effet, pendant la guerre de 40, aux États-Unis, pour les combats aériens au-dessus du Pacifique, où il y a eu beaucoup d'accidents où les avions américains se sont entre-détruits, et où on a mis dans tous les avions de la flotte américaine des mécanismes qui permettaient de reconnaître Les avions amis. Amis-ennemis. Et donc ça permettait au radar d'un avion de chasse de ne pas tirer sur un avion ami. Ensuite, ça a été d'ailleurs breveté assez tard, dans les années 60, aux États-Unis. Curieusement, ça a été breveté pour reconnaître des locomotives. Puis ensuite, ça a été généralisé ou utilisé d'abord pour l'identification du bétail, et puis progressivement pour tout un ensemble d'autres activités. Mais alors j'imagine que depuis la guerre de 40 et les avions américains équipés de puces qui devaient être gigantesques par rapport à celles qu'on trouve aujourd'hui sur le bétail ou dans des produits de grande consommation. En fait, au début, dans les avions, c'était pas des puces, puisque c'était des gros machins, mais depuis que le microprocesseur existe, depuis le milieu des années 60, et que s'applique sur le microprocesseur ce qu'on appelle la loi de Moore, c'est-à-dire la réduction de moitié tous les 18 mois de la taille d'un microprocesseur, on a évidemment un changement considérable qui fait que progressivement c'est devenu des choses extrêmement petites, qu'on a pu même intégrer le lecteur et l'antenne et qu'on peut y mettre un nombre d'unités d'information de plus en plus élevé qui fait qu'aujourd'hui c'est vraiment un outil extraordinairement différent de ce que c'était au départ. Alors aujourd'hui les applications ce sont par exemple le pass Navigo pour la RATP à Paris, des passes pour des bâtiments sécurisés, mais aussi des certificats d'authenticité qui sont insérés dans des produits de luxe, ou alors des étiquettes intelligentes utilisées pour la traçabilité des stocks dans les produits de grande consommation dans les supermarchés. Ce sont, si j'ose dire, des applications encore assez simples, assez bienveillantes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme application dans le futur? Vous avez à juste titre employé le mot traçabilité. C'est évident que l'essentiel des utilisations de cette technologie, au départ, porte sur la traçabilité. Tout ce que vous avez décrit, c'est la traçabilité soit des objets, soit des personnes. Donc tout ce qui va être de plus en plus nécessaire à suivre à distance
savoir ce qu'il devient, permettre de connaître Localiser. l'évolution des produits, les localiser, optimiser les stocks, de façon à ce qu'on ait des stocks minimaux, faire en sorte qu'on sache en permanence où se trouvent ces objets, permettre d'intégrer des processus de production, permettre... Oui, on parle d'un enjeu économique majeur dans la traçabilité les réductions des coûts sont produits. considérables. En termes de sécurité sanitaire, de pouvoir tracer l'origine des produits agricoles depuis leur conception jusqu'à leur consommation. Tout ça donne une traçabilité sur les objets absolument gigantesque, encore à venir. Sur les personnes aussi, on peut imaginer une traçabilité encore plus grande. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. Mais avant de parler de l'implantation des organismes vivants, il faut regarder tout ce qui va se passer aussi sur les moyens de paiement et sur la surveillance même dans la vie quotidienne de nos enfants ou de nos petits-enfants. Bientôt, on va pouvoir avoir dans les grands magasins ou dans les magasins de grande surface des caddies intelligents qui vont, lorsque vous passez devant un rayon, vous montrer sur un écran de télévision, grâce à des RFID, l'historique et le détail, avec la publicité nécessaire, des produits devant lesquels vous passez. Ensuite, vous le mettez dans votre caddie et vous sortez du magasin sans payer, puisqu'on aura sur soi une carte RFID qui va vous identifier votre compte bancaire. Et, en payant, mais sans s'arrêter à la caisse, vous voulez dire? Oui, on paiera, mais sans s'arrêter à la caisse, au moment de télécharger. On pourrait même aller plus loin, parce que simultanément, on pourrait imaginer, on fera que votre frigidaire lui-même sera en permanence tenu à jour, qu'on sait ce qu'il y a dedans. Par des étiquettes intelligentes. Par des étiquettes intelligentes. Le frigidaire lui-même saura repérer tout ce qui est en lui et vous alertera sur ce qu'il faut acheter au moment où vous êtes dans le magasin parce que ça manque. Et au moment où vous aurez passé la caisse et vous serez en train de partir, il vous dira quelle sera la nouvelle composition de votre frigidaire et si vous n'avez pas oublié le beurre ou les œufs ou autre chose qui est vital et qui n'est pas là. Mais alors ça, c'est formidable pour aider les ménagères dans leur vie de tous les jours. Mais alors dans des applications peut-être moins prosaïques, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur la traçabilité des individus? Tout ce qu'on peut imaginer, c'est tout ce qui permettra, soit de façon positive, soit de façon inquiétante, de surveiller les gens. On pourra vouloir... on a parlé de mettre des puces RFID sur des nourrissons dans des maternités. D'abord, on pourra mettre sous forme de bracelet, en effet, des puces RFID pour identifier les nourrissons et savoir où ils sont en permanence, pour éviter les échanges, mais ça, on sait le faire autrement. Des kidnappings. Pour éviter des kidnappings. On pourra le faire et beaucoup de parents pourront le vouloir, suivre leurs enfants, même s'il y a aussi d'autres techniques avec les GPS sur le téléphone qui vont permettre de le faire. À l'école? À l'école, suivre en permanence. Le GPS sera, de ce point de vue, quelque chose qui sera parallèle à l'RFID, même si l'un et l'autre vont se mêler de façon assez particulière. Et ensuite, on pourra aussi suivre des gens qui seront en situation de demander à être suivis. Par exemple, tous les gens qui pourront avoir des troubles de mémoire ou évidemment les ou dans une incapacité physique ou mentale. Des activités physiques, mentales, et qui demanderont à être suivis, à être en permanence récupérés. Là aussi, le GPS et le téléphone pourront être des instruments différents. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait stocker sur soi toutes les informations relatives à votre état physique pour ne pas avoir à accumuler des radios, des diagnostics et tout posséder en permanence sur soi? Ça, on peut le faire déjà. Mais à travers une puce implantée sur soi. On pourra le faire soit sous forme d'une carte d'identité électronique qu'on pourra tendre, et même sans avoir à la tendre, c'est tout l'intérêt de la RFID. Vous passez et sans même bouger, sans avoir à fournir un document, vous le donnez. On n'a pas besoin d'implanter une carte d'identité pour que cette carte d'identité qui est dans votre portefeuille soit visible. On pourrait parfaitement imaginer que ça soit simplement dans votre portefeuille et quand vous passez... Oui, ça c'est ce qu'on a aujourd'hui sur les réseaux de transport en commun. C'est un premier Mais exemple. si on imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi, est-ce que on va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique, en voulant développer des process, des méthodes évidemment, comme les RFID? À terme, on peut, dès aujourd'hui, ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir,
mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Vous dites sans le savoir. Pourquoi sans le savoir? Par exemple, on a déjà eu un exemple il y a quelques années de chaînes de grands magasins qui ont donné des cartes de fidélité à leurs clients sans leur dire que ces cartes de fidélité étaient des cartes contenant des moyens de reconnaissance à distance, de RFID, qui ont permis à ces magasins, pendant le temps où cette expérience a duré, parce qu'elle a été interrompue devant les protestations générales, de tout savoir sur le comportement d'achat des gens, sans que les gens le sachent eux-mêmes, puisqu'ils avaient une carte de fidélité dont ils ne savaient pas qu'elle servait à ça aussi. Pour aller plus loin sur la traçabilité, est-ce qu'on pourrait imaginer une traçabilité universelle qui irait avec une normalisation, une globalisation du stockage des données? Est-ce qu'on pourrait, à ce moment-là, imaginer un organisme qui contrôle, qui régule ce stockage des données et leur légitimité à travers tous les pays du monde? Parce qu'on imagine que les gens vont se déplacer et que si on se fait poser une étiquette intelligente sur soi ou qu'on a des documents qui stockent des données, passant d'un pays à l'autre, on voudra avoir une traçabilité universelle. C'est en effet une grande question, parce que toutes ces technologies dont on parle sont aujourd'hui pas tout à fait compatibles, même pas du tout compatibles, et il y a un vrai problème et une vraie difficulté qui se pose là. Peut-être est-ce même souhaitable, puisque ça permet d'éviter que ces fichiers soient compatibles, puisque on le sait bien que la protection de la vie privée exige l'incompatibilité des fichiers, au moins leur incommunicabilité. Et l'incompatibilité est la meilleure façon de protéger contre la communicabilité. Mais il y a une évolution qui va plutôt dans le sens de la possibilité de créer les conditions de cette communicabilité. C'est ce qui s'est passé sur Internet, où il y avait au départ quelques risques de processus différents, et il y a un processus qui s'est identifié avec toutes les technologies ou les sociétés qui se sont mises en place pour permettre une homogénéisation d'Internet. Je dis ça pas par hasard, parce que en fait, la RFID est une étape d'une évolution beaucoup plus vaste qu'on appelle Internet des objets, où les objets vont avoir aussi une adresse Internet qui est beaucoup plus vaste que la dimension de la RFID, qui vont permettre, ayant une adresse Internet, de communiquer avec d'autres. C'est-à-dire une adresse email ou une adresse Internet qui leur crée un mini-site? Une adresse Internet, et ayant une adresse Internet et une capacité de recevoir ainsi des messages, elles vont pouvoir recevoir des ordres. Par exemple, on pourra envoyer un message Internet à son frigidaire pour lui poser des questions, on pourra envoyer un message Internet à son automobile à distance pour savoir ce qu'il en se passe, on pourra à distance savoir si les portes de sa maison sont ouvertes, si les volets sont fermés, si telle chose se passe. Donc toute la domotique va être révolutionnée par la RFID et son évolution vers l'Internet des objets. Et s'il y a Internet des objets, c'est-à-dire que si ça a déjà commencé, si Internet des objets se généralise, alors évidemment ça sera très homogénéisé. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer des puces pour se protéger des puces, c'est-à-dire se créer des garde-fous contre ce maillage très dense de toutes ces informations nous concernant? Ah ben oui, parce que on l'a dit dans plusieurs émissions, le vrai luxe de demain, ce sera d'être isolable, de pouvoir s'isoler. Et la vraie liberté, ce ne sera pas d'être relié aux autres, de pouvoir leur communiquer, qui est évidemment nécessaire, mais ce sera le droit de ne pas être branché. Donc je pense qu'il y aura des systèmes de brouillage qui vont apparaître. Ils existent déjà. Brouillage des ondes émises par la puce. Et il y aura aussi, de la part de chacun d'entre nous, une exigence morale et matérielle de vérifier en permanence qu'on n'est pas involontairement connecté. C'est ce qui va être le plus difficile, certainement. Bah oui, comme les gens plus ou moins importants, ou qui se croient tels, qui font en permanence vérifier que leur bureau n'est pas sous écoute, il y aura, de la part de chacun d'entre nous, une vérification permanente. Une vigilance à l'égard du branchement involontaire sur des réseaux sur lesquels on ne souhaiterait pas être connecté et dans lesquels on est déjà de mille et une façons en relation avec les autres sans le savoir. Est-ce qu'on pourrait imaginer un détournement de cette radio-identification vers des objectifs moins bienveillants que nous protéger ou nous surveiller de façon utile, par exemple l'espionnage et plus loin le terrorisme? Il y en a mille façons de l'imaginer. Il y aura toute une série. On le voit déjà, ce qui se passe sur les animaux, par exemple, qui est très révélateur, la traçabilité des animaux. Ce qui se passe sur les animaux, les espèces en voie de disparition, qui est tout à fait nécessaire. Mais on peut imaginer aussi qu'on le mette sur les personnes pour tracer l'immigration volontaire ou l'immigration légale ou illégale, toujours volontaire, ou tracer, soit pour des raisons honorables, les personnes menacées par le proxénétisme et par le commerce sexuel. Enfin, il y a mille et une bonnes raisons. Mais ça, c'est la société qui voudra aller vers ça. Est-ce que des personnes malveillantes, comme des terroristes, pourraient, ou des espions, récupérer la technologie de la RFID? 1000 sujets de romans qui viendront à terme et qui seront en effet extrêmement dangereux, mais pas la peine de donner des idées de ce genre.
Merci Jacques Attali, je vous retrouve vendredi prochain dans la bibliothèque du Sénat pour une autre conversation d'avenir. Et si l'avenir de la RFID vous intéresse, j'en profite pour vous signaler le 13 novembre prochain à Paris, les rencontres professionnelles du monde autour du thème Innover, organiser, produire 2009, la révolution RFID. Je vous invite à retrouver toutes les informations sur cette journée sur notre site internet publicsénat.fr, rubrique Conversation d'avenir, où vous pourrez également revoir cette émission et y réagir. Merci, à la semaine prochaine.